Évrard et Merlot étaient restés dans le quartier de Riverny, attendant que les coups de téléphone aient gravi puis dévalé la colline hiérarchique avant de prendre une décision. Après avoir eu Buron, Capestan les avait appelés sur place pour leur demander de patienter jusqu'à d'éventuels renforts. Évrard avait expliqué qu'un jardinet se trouvait dans l'enceinte de la villa et qu'ils avaient vu le fils planquer sa quème sous une pierre plate dans une boîte en fer. Il n'avait pas bougé. Ainsi, en cas de perquisition, ils sauraient où fouiller. Les policiers avaient toutefois sonné pour poser quelques questions sans trop dévoiler leur jeu. Le jeune Matamor avait très mal pris les choses et menaçait d'en venir aux mains. Merlot était intervenu avec autorité, affrontant le jeune homme sans l'ombre d'une hésitation, malgré les 30 centimètres de moins et ses 30 années de plus. Le fiston était aussitôt parti se rebeller chez papa. Cette solidité soudaine chez Merlot, qu'elle tenait pour un mariole patenté, avait favorablement impressionné Évrard. Leur binôme lui inspirait une confiance toute nouvelle, et le dealer lui tapant sur les nerfs, ça faisait 2 bonnes raisons d'attendre la cavalerie de Fomenko. Hélas, Rosière rentre à Bredouille en fin d'après-midi. Fomenko s'était montré prévenant, mais il ne comptait pas s'emmerder avec ses conneries. Le gars était pas du menu fretin et ne méritait pas les ennuis que sa garde à vue occasionnerait. Le divisionnaire répugnait à noircir les piles de paperasse sur un morveux qui ressortirait sourire en coin au bout d'un quart d'heure. Sans compter le paternel qui freinerait les avancements pour les 10 ans à venir. Il aurait le profil d'un Escobar en puissance, je ne dis pas, mais là, ton serein, vaut mieux laisser tomber, avait-il ajouté. Rosière était heureuse d'avoir revu un copain et d'avoir raflé une enveloppe d'herbe marocaine au passage, mais elle était sincèrement désolée de l'échec de sa mission diplomatique. Cela lui déplaisait de décevoir ainsi. « Je vois, fit Capestan. Merci d'avoir tenté, capitaine. » Au fond, c'était une journée riche d'enseignements. Fomenko, plus galamment mais tout aussi fermement que Valincourt, opposait une fin de non-recevoir aux sollicitations. En résumé, Buron interdisait les actions officielles et les seigneurs du 36 refusaient les collaborations officieuses. La brigade était seule, absolument seule. Elle devrait se débrouiller en marge ou forcer la main avec ses atouts à elle. Capestan gagna le couloir et toqua à la première porte à droite. Dans le bureau, les affiches des représentations les plus prestigieuses de l'Opéra de Paris fleurissaient déjà sur les murs. Un diffuseur d'huile essentielle répandait une douce odeur de mandarine, tandis qu'une radio réglée sur France Musique jouait en sourdine. Sur une table au teint vert fumé étaient empilés plusieurs volumes de droit, dont un vieux Dalloz. Le capitaine Orsini prenait des notes sur un carnet. Orsini, la balance aux gants de velours, le sténographe de la presse judiciaire, la carte biseautée de Capestan. Il leva un visage attentif. « Capitaine Orsini, pourriez-vous donner un coup de main sur une enquête, s'il vous plaît ? C'est Villa Schaeffer dans le 16e. Une équipe est sur place, ils vous expliqueront. » Assis sur une chaise à côté des lits superposés de ses filles, les pieds alignés dans ses pantoufles à pois, Thorez lisait de sa belle voix de basse les aventures de Clémentine fait du hip-hop. Ses filles, concentrées, tortillaient chacune une mèche de leurs cheveux noirs, en fixant l'une le plafond, l'autre le sommier de sa sœur. Après une pause savante destinée à renforcer le suspense, Thorez tourna la page. Un dessin naïf représentait une salle de danse munie d'une télé et d'un lecteur DVD. Le lecteur DVD. Il était toujours dans le salon de Marie Sozel. Aujourd'hui, les cambrioleurs ne se donnaient plus la peine de les emporter. Mais en 2005, le meurtrier avait maquillé la scène à la va-vite. Était-ce un oubli, ou bien ne pouvait-il pas s'encombrer d'un sac ? Gabriel était dans sa chambre et contemplait le portrait de sa mère dans son vieux cadre en plastique noir. Dans tout l'appartement, il ne restait plus que cette photo. Peu à peu, elles avaient déserté les murs puis les étagères. Il n'y en avait jamais eu beaucoup, il n'en possédait pas tellement. Gabriel avait dessiné des dizaines de portraits à partir de cette photo. La plupart de ses exercices au fusain, à l'aquarelle et même en bande dessinée avaient démarré avec ce portrait. Il avait conservé 16 de ses travaux de copie, tous de même format, qu'il avait accrochés en 4 rangs de 4 au-dessus de la commode.
Une très légère variation dans les traits entre chaque dessin pouvait laisser croire que sa maman vieillissait. Gabriel entendait frapper un coup et la silhouette de son père occupa toute la hauteur de la porte. Depuis l'annonce du mariage, il se crispait de temps en temps dans un sourire, mais de toute évidence, le cœur n'y était pas. Gabriel aurait eu envie de le rassurer, de lui dire que s'il partait jeune, il ne partait pas très loin, qu'il viendrait le dimanche ou le samedi ou le soir en semaine, les trois si nécessaire. Mais son père n'était pas du tout le genre d'homme à qui on parle comme ça, pas le genre à qui on tapote la main. Toujours planté sur le seuil, dans son éternel gilet de laine bleue, pochant au coude, il tenait un marteau et une vis. En fait, il semblait s'être arrêté là par hasard, et Gabriel le chambra. « Je ne sais pas ce que tu comptes bricoler, mais à mon avis ce sera plus facile avec un clou ou un tournevis. » Son père sourit et fit mine de découvrir le marteau. Je me disais aussi, ce mur n'est pas très coopératif. Comme toujours, Gabriel avait été un peu gêné de se faire surprendre devant le cadre. Il chercha à se justifier et à pêcher l'approbation paternelle. D'un geste négligent du pouce, il désigna la photo. Je suis sûre qu'elle aurait adoré Manon. Elle a le profil d'une belle fille idéale, non? Elle serait fière, tu ne crois pas? Sûrement. Gabriel s'efforça de ne pas attendre de suite. Il se tourna pour fouiller son pot à crayon à la recherche d'un clou. Il dut pousser les figurines Marvel qui encombraient son bureau. Elle avait quel âge quand tu l'as rencontrée? Tiens, ajouta-t-il en tendant un clou qu'il avait récupéré au milieu d'un tas de trombones, de vis et d'élastiques. Merci, fit son père en saisissant le clou qu'il glissa dans sa poche avec la vis. Elle avait 26 ans, je te l'ai déjà dit. Elle fait plus vieille sur cette photo. Son père esquissa un geste comme pour retourner le cadre, mais s'arrêta à temps. Embarrassé par sa main soudain inutile, il la rangea dans la poche de son pantalon gris. Gabriel détourna le regard en direction de la fenêtre. Il voyait les files de voitures sur le boulevard Beaumarchais. Elles étaient de toutes les couleurs sous le gris des gaz d'échappement. Elles rongeaient leurs freins au feu rouge. À l'arrêt, les moteurs continuaient de vrombir et les pots de fumée, pressés de repartir. Avant même que le feu ne passe au vert, des conducteurs avaient enclenché la première et avancé de 10 ridicules centimètres. « Et les parents de Manon, ils sont contents ?» reprit son père d'une voix un peu trop forte. « Il faut les inviter à dîner, je vous laisse fixer une date. » Gabriel n'en crut pas ses oreilles. Un dîner? Des gens chez eux? On enregistrait un net progrès. Afin de cacher sa joie, sans doute démesurée, il resta face à la fenêtre et baissa le store sur le trafic, sans que cela ne réduise le fond sonore. Quand il eut recouvré un sourire moins intense, il fouilla la poche latérale de son bermuda pour récupérer son portable. C'était son bermuda fétiche, le beige, celui qui, paraît-il, lui faisait de beaux mollets. Avant Manon, il n'aurait jamais pensé qu'un mollet c'était beau. Mais maintenant, il ne le quittait plus, peu importait la température. J'appelle Manon tout de suite pour lui proposer. L'instant de gêne autour du cadre s'était dissipé, et tout en déverrouillant le clavier, Gabriel demanda « Et pour le livret, tu as pensé ?»« Oui, je m'en occupe, mais ça risque de prendre du temps, tu comprends, Gabriel, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr, papa. » En fait, non, Gabriel n'était pas sûr de comprendre. Au printemps, il passerait officiellement dans le camp des adultes. Manon dirait que c'était bien une réflexion d'ado. Pourtant, elle savait qu'il était passé dans ce camp il y a très longtemps déjà. Il allait l'épouser, sa passion, son île. Il avait du mal à réaliser. À cette idée, chaque fois, une bouffée de chaleur le surprenait. Le bonheur étreignait sa poitrine, un bonheur tellement vibrant qu'il confinait la tristesse, sorte de nostalgie à effet instantané. Gabriel s'assit sur le bout de son lit, face à la photo de sa mère. Elle lui avait légué son teint mat et l'ovale parfait de son visage. Chez Gabriel, cette perfection se brisait au niveau des oreilles. Le lobe gauche avait été arraché alors qu'il avait à peine 2 ans. Un chien, avait dit son père. Il ne se souvenait pas. Ni pour son oreille, ni pour la phalange manquante au bout de l'auriculaire droit. Gabriel ne se souvenait jamais de rien. Sa mère, il ignorait toujours ce qui s'était passé. Son père parlait souvent d'elle, quand Gabriel était enfant. Puis la source s'était tarie. Chacune des questions de Gabriel s'était peu à peu soldée par les larmes de son père, tenté désespérément de retenir.
C'était un spectacle affreux que ce géant aux yeux rouges. Gabriel, n'ayant pas une âme de tortionnaire, avec les années, il avait fini par renoncer, s'immobilisant volontairement sous la ouate épaisse du non-dit. Bientôt, il serait peut-être père à son tour, et pour le coup, ce serait à lui de répondre. Et il n'aurait rien à dire. Ce n'était pas possible, il était temps de chercher. Une enquête sérieuse s'imposait.